Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Benoît Pellingref, directeur ISO depuis 2012. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'ISO 45000 version 2018, pardon. Alors, les règles du jeu pour ce webinaire, donc les micros sont coupés de votre côté, les caméras également. En revanche, le chat est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions et j'y répondrai avec plaisir, bien entendu. L'ordre du jour de ce webinaire est composé de 4 parties, 4 chapitres. On va d'abord discuter sur les enjeux de la norme ISO 45000. Je vais vous faire une présentation du référentiel. On va également évoquer la mise en œuvre de ce référentiel, comment et pour qui est concerné par la mise en place de la norme ISO 45000. Et enfin, je terminerai par l'audit de certification. Donc, la première partie, ce sont les enjeux de la norme ISO 45000. Alors, les enjeux sont doubles. On va d'abord axer sur la prévention de la santé et sécurité des parties prenantes au sein d'une entreprise et également un enjeu par rapport au coût de la santé et sécurité dans le travail. Pardon. Je vais donc vous présenter déjà quelques éléments chiffrés. Alors, ces éléments chiffrés sortent du journal officiel, d'accord, qui est justement basé sur la santé et sécurité au travail, avec un article qui est paru dans le journal Le Monde en janvier 2019. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez récents. On va partir d'un constat, c'est que dans un premier temps, en fait, il y a eu vraiment des éléments qui ont été mis en place, des plans d'action qui ont été mis en place pour gérer le risque. On était vraiment dans la gestion du risque, et pour ça, il y a la réglementation qui ont été mis en place au niveau des entreprises. Donc, la réglementation, c'est un caractère obligatoire. Et il y a également différentes normes qui ont été mises en place pour que les entreprises puissent suivre des directives. Et une norme est une démarche volontaire de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que nous donnent ces chiffres-là? C'est que on s'aperçoit qu'entre 2002 et 2017, globalement, le nombre d'accidents du travail a baissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, la réglementation et les normes ont un impact positif sur les accidents du travail, puisque ceux-ci sont en constante diminution depuis plusieurs années. En revanche, il y a un deuxième constat que l'on peut faire, c'est que paradoxalement, les coûts qui sont liés aux accidents du travail ne cessent d'augmenter. Alors, pourquoi? Il y a forcément plusieurs explications, mais notamment, c'est que les sinistres, donc les accidents qui arrivent, sont de plus en plus graves. D'accord? Donc, s'ils sont de plus en plus graves, il y a également une prise en charge qui est plus importante. Également, le coût de la prise en charge est également plus importante et augmente. Donc, ce qui veut dire que le coût moyen ne cesse d'augmenter entre 2013 et 2019. De plus, il y a également une prise en compte de nouveaux risques associés au monde du travail qui a été pris en compte. Donc forcément, ça aussi, ça fait augmenter le coût pour les entreprises. Et donc, c'est là aussi où on s'aperçoit que finalement, axer son management sur la santé et sécurité au travail, ça peut être un bénéfice au niveau de l'entreprise pour diminuer les coûts. Et donc, on est vraiment dans un changement de paradigme. On va plutôt aller non pas sur une gestion du risque, mais sur la prévention du risque pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de risques et surtout que si jamais il devait y avoir un accident, que ça coûte, encore une fois, le moins cher possible à l'entreprise. Et on va aussi axer forcément sur le bien-être et la santé et sécurité du collaborateur. Donc pour ça, il y a une transition qui est faite entre la norme OSAS 18000 version 2007 que vous connaissez sûrement et la nouvelle norme ISO 45000 version 2008. D'accord? Donc il y a un changement de posture, on a une posture qui est davantage axée sur l'humain et sur l'amélioration continue. D'accord? Donc la santé et sécurité du travail et la prévention des risques sont une préoccupation qui est vraiment fondamentale pour la plupart des entreprises et particulièrement pour les PME et les PMI parce que ça coûte quand même relativement cher. On est tous d'accord là-dessus. Chaque jour, il y a des milliers de personnes qui succombent malheureusement à des accidents au travail ou à des maladies, suite aussi à des activités, à leur activité professionnelle. D'accord? Et ça représente quand même 2,3 millions de décès qui ont été enregistrés dans le monde en 2017. Donc, la norme ISO 45000, la mise en place est vraiment basée sur une démarche d'évaluation et de la prévention des risques. C'est vraiment devenu essentiel à ce niveau-là. Donc, le document unique,
Encore une fois, le document unique est un élément qui est obligatoire pour les entreprises. D'accord? Ça, c'est vraiment c'est une obligation réglementaire en France, du moins, mais c'est insuffisant pour permettre aux entreprises de progresser dans la durée. Le deuxième chapitre, la deuxième partie de ce webinaire va consister à la présentation du référentiel ISO 45000. Et donc, on est vraiment vers une évolution du système management de la santé et sécurité au travail. Donc, l'objectif, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a eu une harmonisation des normes et une mise à jour du contenu qui sont les principales raisons évoquées à cette transition. Avec l'ISO 45000, le système management de la sécurité et de la sécurité au travail, la santé et sécurité au travail, peut s'intégrer beaucoup plus facilement parmi les autres systèmes de management qui existent. Je pense notamment à l'ISO 9001 ou l'ISO 14001 ou l'ISO 22000. Voilà. Donc l'ISO 45000 est en effet structuré suivant le nouveau format harmonisé, High Level Structure, ce qu'on appelle le HLS, et qui est désormais imposé par ISO pour l'intégralité des normes de système de management qui vont sortir sur le marché maintenant. Donc cette harmonisation des normes vient répondre vraiment à un souci de clarification suite à l'organisation et une meilleure assimilation et une compréhension des différentes étapes de la méthode. Ça va également permettre d'avoir davantage de cohérence sur les outils de gestion qui sont utilisés pour le pilotage des actions au sein des entreprises. Donc le référentiel est basé sur 10 chapitres de la norme, sachant que les trois premiers chapitres n'ont pas un impact significatif sur votre organisation. Par contre, là où on va vraiment commencer à travailler, ça va être sur le contexte et les enjeux de votre organisme dans lequel vous travaillez. Le leadership, ça c'est un élément fondamental, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc le leadership, c'est la direction qui va mettre en place tous les moyens nécessaires pour axer l'amélioration sur la santé et sécurité des collaborateurs. Également la planification pour définir les objectifs, les supports humains, non humains pour atteindre ces objectifs-là. D'un point de vue pratico-pratique, comment ça se passe tous les jours au quotidien, la santé et sécurité au travail, ça c'est le chapitre 8, la réalisation des activités opérationnelles. Et enfin, on va mesurer et améliorer les résultats que l'on peut obtenir. Donc, une fois que je parle d'amélioration, de mesure et d'amélioration, c'est que ce chapitre également se place dans ce qu'on appelle l'amélioration continue avec la roue de Deming, qui est basée sur 4 piliers, ce qu'on appelle le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Et donc, comme ISO 9001 et comme ISO 14001, la 45000 repose sur ce principe-là. Donc ça va permettre d'offrir un cadre qui va permettre aux organisations de planifier vraiment les mesures à mettre en place pour réduire au minimum les risques de dommages. Ok. Donc, c'est l'une des différences fondamentales avec ce qu'on pouvait avoir avant sur la 18000. D'accord. On n'est plus du tout dans cette même optique-là. Donc, la 45000 positionne vraiment la santé et la sécurité au travail au niveau du management. D'accord. Et ça qui devient responsable dans l'impulsion d'une démarche, alors que l'OSAS 18000 servait avant tout à résoudre des problèmes déjà survenus. Donc, cette démarche d'amélioration continue, on va d'abord planifier les actions, mettre en place les ressources nécessaires, vérifier si les résultats correspondent bien à ce qu'on avait souhaité, et après, on va pouvoir améliorer. C'est vraiment dans cette optique-là que se déroule la norme ISO 45000 avec le PDCA. Encore une fois, pour faire l'analogie avec les autres référentiels, on est également dans une approche processus. Donc là, il va falloir vérifier tout simplement tous les processus de l'entreprise. Et quand on parle de processus, ça veut dire qu'on a un élément d'entrée qui, à travers un moyen de maîtrise, devient un élément de sortie. Et ces éléments de sortie deviennent les éléments d'entrée des processus suivants. D'accord. Donc c'est un petit peu le schéma que je vous présente ici. Et après, ce qui est vraiment intéressant en termes de réflexion pour une entreprise, c'est d'arriver à voir quelles sont les différentes interactions entre les processus. Ici, on avait 3 processus identifiés dans une entreprise. L'idée, c'est de savoir comment est mis en place le système management de la santé et sécurité au travail à travers ces processus, quels sont les éléments d'entrée, quels sont les éléments de sortie, et du coup, quels sont les éléments d'entrée pour le processus suivant. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir encore une fois quelles sont les interactions entre ces processus-là, et à ce moment-là, si la direction décide de changer un paramètre au niveau santé et sécurité du travail, quel est l'impact que ça va avoir sur les processus amont ou aval.
On pense par exemple en termes de formation. Voilà, on va former des collaborateurs en termes de secouristes du travail. L'idée, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y en aura suffisamment dans l'entreprise? Est-ce qu'ils seront tous au même endroit finalement? Est-ce que finalement ce sont que les personnes d'un même service qui vont être formées? Et géographiquement aussi, c'est important de prendre ça en compte. Est-ce que, par exemple, la partie, le service qui va s'occuper de la santé et sécurité au travail est complètement éloigné de la zone de danger la plus importante? Voilà. Donc là aussi, ce sont plein de questions comme ça qu'on peut avoir pour dispatcher justement les secouristes dans l'entreprise, de manière à ce que si jamais il devait y avoir une action à mettre en place, ben, ils puissent intervenir le plus rapidement possible. La mise en œuvre de l'ISO 45000, donc quand et pour qui, ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, il y a une migration qui doit se faire en place. Donc, l'OSAS 18000, en fait, était présente, était souvent la référence pour l'instant en matière de santé et sécurité au travail, avec une représentation dans plus de 127 pays, quand même, à travers le monde. D'accord? Et donc, plus de 16 000 entreprises étaient certifiées avec ce référentiel-là. Si la plupart des exigences OSAS sont maintenues dans la norme ISO 45000, il y a quand même de nouvelles exigences qui sont apparues. L'ISO 45000 donne la possibilité à un organisme d'intégrer via son système de management de la santé et la sécurité au travail d'autres aspects de la santé, tels que par exemple le bien-être au travail, ce que j'avais exprimé tout à l'heure, et ce qui n'était pas abordé vraiment dans l'OSAS 18000. La nouvelle norme renforce également le leadership et l'engagement de la direction vers le système management. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'implication et l'investissement proactif de l'encadrement doivent être démontrés. Donc, par exemple, en développement et en promouvant une culture de la santé et sécurité au travail au sein de l'entreprise. Et c'est être également favorable à des résultats, mettre en place des objectifs vraiment clairement établis et communiqués, et également en protégeant des représailles les travailleurs qui signalent les dangers. Malheureusement, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver dans les entreprises, des collaborateurs qui vont signaler des zones à risque ou des dangers, et malheureusement, ça peut parfois leur porter préjudice. Donc justement, être dans une démarche ISO va à l'encontre de ça, et on va vraiment mettre au centre la direction et son leadership qui veut être dans une volonté d'amélioration continue concernant la santé et la sécurité des collaborateurs. Donc l'ISO 45000 opte également pour une vision élargie du processus productif en y intégrant justement les partenaires, c'est-à-dire les fournisseurs, les prestataires de services, les sous-traitants, puisque ces derniers sont également amenés à intervenir dans les locaux, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle du coup les parties prenantes dans les processus, et il faut les prendre en compte dans le système management de la santé et sécurité au travail. Donc, forcément, il y a par rapport à l'OSAS 18000, il y a des exigences qui restent inchangées, telles que la définition du domaine d'application, par exemple, les rôles, les responsabilités, les autorités de chacun. Il va falloir aussi déterminer les exigences légales et réglementaires, déterminer les compétences de chacun, avoir une préparation aux réponses, une préparation et réponse aux situations d'urgence, et surveiller, mesurer et analyser l'évolution de la performance. Il y a également d'autres exigences du coup qui apparaissent, qui sont plus en cohérence avec l'ISO 9001 et l'ISO 14001. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Il y a également de nouvelles exigences qui est clairement cette fois-ci le leadership, la politique du système de management santé et sécurité au travail, la consultation et la participation des travailleurs. Il faut vraiment les inclure dans ce processus de management parce qu'ils ont vraiment une action à mener également au quotidien. La sensibilisation et la prise de conscience face au risque doit être augmentée, et avoir une politique vraiment d'élimination et de réduction des risques et des dangers au sein de l'entreprise. Également, on va mettre en place cette fois-ci la revue de direction qui va permettre de prendre en compte l'ensemble des paramètres et de redéfinir du coup l'année suivante les objectifs à mettre en place face au système de management de la santé et sécurité au travail. Donc, comment on va mettre ça en place? Ben, justement, on va rentrer cette fois-ci en cohérence avec d'autres systèmes de management tels que la 9001 et la 14001. On va devoir analyser le contexte, dans quelle situation évolue l'entreprise. On va également analyser les parties intéressées, quelles sont leurs attentes,
quelles sont nos obligations en termes d'entreprise par rapport à ces parties intéressées. On va revoir complètement, voir un système de management. Encore une fois, on va pouvoir manager l'entreprise, les collaborateurs à travers le prisme de la qualité, de la sécurité. Il fallait que je fasse le lapsus. Voilà. Et on va également travailler sur les risques et opportunités. D'accord? Les risques et opportunités en termes cette fois-ci de santé et sécurité pour le collaborateur. On va également travailler sur la communication, on va travailler sur les supports, les informations documentées. Donc, c'est vraiment une migration qui va se faire entre les exigences 18 000 et les exigences liées à la 45 000. Alors, comment ça peut se mettre en place? Parfois, les entreprises disent, ben, moi, je ne suis pas vraiment concerné par ça, puisqu'on n'a pas on n'a pas d'atelier, on n'a pas d'industrie, etc., etc. Ben, je vais vous raconter une petite histoire. Et tout simplement, vous allez voir qu'on a tous déjà rencontré ce type de situation. Imaginez-vous une entreprise qui souhaite faire un team building. Elle souhaite faire un team building, des formations, et pour ça, elle va louer une grande maison de campagne. Et on va mettre à sa disposition du personnel pour les formations, du personnel pour la restauration, toute la partie logistique. D'accord? Vous arrivez à vous projeter là-dedans. Puis imaginez-vous qu'il y a une pause, et donc dans la cuisine, ben, il y a des collaborateurs qui vont ouvrir des placards pour voir s'il n'y a pas quelque chose pour se déshydrater, pour s'hydrater, pardon, un petit peu. Et donc, bah, voilà, on va ouvrir un placard et on va s'apercevoir que finalement, il y a un bidon de 5 litres, comme ça, qui est présenté là, qui n'a pas d'étiquette. Et c'est un liquide un peu rose. D'accord? Donc ça pourrait être du sirop, par exemple, pourquoi pas. Donc on ouvre ce bidon et ça sent bon. Ça sent effectivement un peu comme un sirop. Et donc on demande à une personne qui appartient à cette maison, bah, qu'est-ce que c'est que ce produit? Il n'y a pas d'étiquette, on ne sait pas ce que c'est. Et puis la personne dit, bah, ça, c'est un produit qui sert tout simplement à déboucher la tuyauterie, à dégraisser la tuyauterie. D'accord? Bon, effectivement, tout de suite, on s'aperçoit que ce n'est pas du sirop et qu'on aurait pu courir quand même un dommage assez grave. Et on décide quand même de mener un petit peu notre enquête par rapport à ce produit-là. Et puis, le responsable nous dit que tout le monde est au courant, tout le monde sait ce que c'est, il est là depuis toujours, c'est sa place à côté des produits alimentaires, mais on ne se trompe pas parce qu'on sait ce que c'est. Et quand on met notre enquête, on s'aperçoit qu'il y a un turnover quand même important, les gens ne sont pas forcément au courant de ce type de produit. Et en fait, on s'aperçoit que justement, c'est là où le bas blesse, c'est que la communication, souvent, n'est pas complètement maîtrisée au sein de l'entreprise. Et finalement, on s'aperçoit aussi que c'est des situations qu'on a tous déjà rencontrées dans une entreprise. Il y a des bidons parfois qui ne sont pas clairement identifiés, qui ne sont pas vraiment à leur place. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on peut déjà commencer à mettre une politique de santé et sécurité au travail. Donc, comment mettre ça en place? Ben, tout simplement, on va commencer par déterminer le champ d'application, l'analyse du contexte, on va définir quels sont les objectifs et la politique santé et sécurité au travail, et on va définir des délais de mise en application pour ça. Encore une fois, comment? Ben, la clé, vraiment, c'est le leadership. Le leadership, il faut qu'il y ait vraiment une culture d'entreprise, santé et sécurité au travail. Mettre en place une communication efficace sur toutes les parties intéressées de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe, avec un plan d'action associé. Enfin, la dernière partie concerne l'audit de certification. Comment se passe un audit de certification sur le référentiel ISO 45000? Ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, il y aura une étude documentaire, puis une étude terrain. Mais dans un premier temps, il est intéressant de se demander pourquoi c'est intéressant de se faire certifier. Ben, tout simplement, vous allez avoir un appui supplémentaire pour déterminer la conformité de votre entreprise avec les exigences, non seulement du référentiel, mais les exigences réglementaires. Vous allez pouvoir vous rendre compte de manière objective si votre système est efficace ou pas, ou même efficient. Ça va vous permettre également d'avoir des points d'amélioration pour maîtriser vos coûts. Et puis surtout, une fois que vous êtes certifié, vous allez pouvoir améliorer la notoriété et donc avoir un atout marketing et concurrentiel par rapport à votre entourage. Donc, en termes d'audit, on va d'abord effectuer cette première étape qui est l'audit documentaire. On prend un exemple ici, on va dire que la norme ISO 45000 a 14 exigences. D'accord? Dans ce cas, il va falloir que l'entreprise réponde à ces 14 exigences et il va falloir qu'elle fournisse les preuves. On appelle ça des informations documentées. Donc l'entreprise va devoir fournir et formaliser
14 preuves comme quoi elle répond bien aux exigences du référentiel. Si tout est présenté de cette manière-là, écoutez, c'est parfait, on peut passer à l'étape suivante. Parfois, ce qu'on va trouver aussi, c'est que les entreprises vont rajouter quelques informations documentées. Elles vont être peut-être plus contraignantes, souvent même que la norme elle-même, et elle va se rajouter des procédures en plus. Donc, s'il y en a plus que ce qui est demandé par le référentiel, c'est bon aussi. Ensuite, l'audit terrain, donc c'est de vérifier la conformité entre les actions prévues par l'entreprise, donc dans toutes les informations documentées, hein, les procédures, etc., pour voir, donc on va vérifier la conformité entre ces procédures qui sont préconisées par l'entreprise et ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc si on a notre système documentaire, encore une fois, avec ces 18 exigences qui sont formalisées pour l'entreprise et par l'entreprise, si on les retrouve mises en application sur le terrain, c'est parfait, l'entreprise peut être certifiée ISO 45000. Sauf que si jamais il y a un écart entre ce que préconise l'entreprise et ce qu'on va retrouver sur le terrain, on va se retrouver dans une situation de non-conformité. Même si, finalement, ce qui est fait sur le terrain correspond exactement à ce qui est préconisé par l'ISO 45000, il suffit que l'entreprise ait mis des contraintes supplémentaires qui ne sont pas suivies par l'entreprise elle-même, c'est une non-conformité. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui est important en termes d'audit. On va vérifier la partie documentaire et la partie terrain. C'est pour ça que j'encourage toujours les entreprises à se faire accompagner dans une démarche de ce type-là, parce que ça permet justement de ne pas construire un système euh, trop complexe, mais de faire quelque chose vraiment d'opérationnel qui va correspondre non seulement au référentiel, mais également à ce dont a besoin l'entreprise dans sa vie de tous les jours. Donc en résumé, nous avons vu aujourd'hui les enjeux du référentiel ISO 45000, la présentation de la norme avec ses 10 chapitres, comment on peut mettre ça en œuvre, par qui, et quelle est la transition qui va se faire entre l'OSAS 18000 et l'ISO 45000, et enfin, quel est le processus de certification. Je vous remercie. Si vous avez des questions, écoutez, je suis à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat ou envoyer des mails à IMSM au service commercial.